Bonjour, aujourd'hui non, je vais faire une lecture sur la naissance du monde en Chine. Donc pour les nouveaux, sachez que je fais des lectures, elles sont sur les playlists. Ça c'est un livre des années 50 qui retrace la genèse selon plusieurs cultures orientales. Donc en passant par Sumer, l'Égypte, Akkad, le Tibet, l'Inde, bref. Oui, on arrive à la Chine. Ensuite, il y aura, c'est le dernier chapitre, ensuite il y aura une, euh, une fin, euh, structure et fonction du mythe cosmogonique par Mircea Eliade, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'y vais. Les documents qui nous renseignent sur l'ancienne mythologie chinoise se signalent par leur pauvreté. Ce ne sont que des fragments épars et le plus souvent déformés. Les textes qui prétendent raconter les débuts de l'histoire reposent, il est vrai, sur de vieux thèmes mythiques. Mais il est bien hasardeux de vouloir, à partir de leurs maigres données, reconstruire une mythologie chinoise. Lorsqu'il s'agit de rechercher les traces d'une cosmogonie, l'entreprise apparaît particulièrement décevante, car les textes les plus anciens n'ont conservé aucune tradition légendaire concernant l'origine de l'univers. Ce qu'ils nous rapportent, en revanche, sous une forme historicisée et moralisante, c'est l'origine de la civilisation chinoise. Aménagement de la terre cultivable, invention des institutions, des arts et des techniques, restauration périodique de l'ordre universel. Seuls les philosophes ont essayé d'imaginer un premier commencement du monde, mais ils y attachent beaucoup moins d'importance qu'à l'idée de création permanente, la nature étant conçue comme un grand organisme à la fois un et multiple, animé d'une sorte de pulsation rythmique. Ah, ça j'aime bien. Un mythe, cependant, celui de Pan Ku, concerne proprement l'origine de l'univers. Il apparaît des textes tardifs des textes tardifs et était ignoré du monde chinois classique. Il semble avoir appartenu à des populations de la Chine méridionale. On sait que la conquête de ces régions ne se fit que progressivement, postérieurement au début de notre ère, et que les montagnards aborigènes y sont toujours restés largement indépendants du pouvoir impérial. Bien que tardive et d'origine étrangère, cette légende de Panku est cependant devenue très populaire et a remplacé les mythes proprement chinois qui d'ailleurs étaient oubliés. C'est par ce mythe de Panku que nous commencerons, à l'exemple de certains historiens chinois. Il nous donnera l'occasion d'examiner rapidement le thème important du couple primordial. Nous verrons ensuite quelques fragments concernant l'aménagement du monde et la séparation du ciel et de la terre, et nous terminerons par des textes donnant une idée des spéculations philosophiques sur les origines du cosmos. Panku est le couple primordial. Un ouvrage perdu, datant du temps des Trois Royaumes, IIIe siècle après JC, contenait le texte suivant conservé par les encyclopédies. En même temps, il déconne un peu, parce que le Yiking, il a plus de 5000 ans. Hein. Et le Yiking nous parle de la naissance du monde, plus ou moins. Enfin, bon. Au temps où le ciel et la terre étaient un chaos ressemblant à un œuf, Panku naquit dans celui-ci et y vécut durant 18 000 années. Et lorsque le ciel et la terre se constituèrent, les purs éléments yang formèrent le ciel, les grossiers éléments yin formèrent la terre. Et Panku, qui était au milieu, chaque jour se transformait 9 fois, tantôt Dieu dans le ciel, tantôt saint sur la terre. Le ciel, chaque jour, s'élevait d'un chang, mesure de longueur correspondant à environ 3 mètres, et la terre s'épaississait chaque jour d'un chang. Il en fut ainsi durant 18 000 années, et alors le ciel atteignit à l'extrême de la hauteur
et la terre à l'extrême de la profondeur, et Pankou à l'extrême de la longueur. Au VIe siècle, le Shu Yi Qi, recueil de Mirabilia, rapporte la version suivante du mythe de Pankou. Les êtres vivants commencèrent avec Pankou, lequel est l'ancêtre des 10 000 êtres de l'univers. Lorsque Pankou mourut, sa tête devint un pic sacré, ses yeux devinrent le soleil et la lune, sa graisse les fleuves et les mers, ses cheveux et ses poils les arbres et autres végétaux. Ah, j'aime bien ça. Les anciens savants affirmaient que les larmes de Pankou avaient formé le fleuve bleu et le fleuve jaune, que son souffle était le vent, sa voix le tonnerre, la pupille de ses yeux faisait jaillir la foudre, le ciel était clair quand il était content et sombre quand il se mettait en colère. Selon une croyance de l'époque des Tsin et des Han, la tête de Pankou devint le pic sacré de l'Est, son ventre le pic du centre, son bras gauche le pic du sud, son bras droit le pic du nord, ses pieds le pic de l'ouest. Dans les pays méridionaux, de Wu et de Chu, on raconte que Pankou et son épouse sont l'origine du yin et du yang. Ces deux textes révèlent des influences diverses. Ils sont loin de nous livrer des mythes à l'état pur. Du moins, peut-on reconnaître l'origine méridionale de certains thèmes. Cette origine n'est guère douteuse pour le thème de l'œuf cosmique, lié à celui très répandu dans les provinces du sud de la Chine, du héros ou d'un groupe humain qui naît d'un œuf ou d'une boule de viande. Plus anciennement, les Chinois du Nord se représentaient le chaos, Wen Tuen, comme un sac, comme un hibou, comme un chien, mais un chien qui n'aurait ni yeux ni oreilles et ne serait qu'un ventre vide. C'était parfois un soufflet de forge ou un tambour. Le tambour est par excellence l'instrument du tonnerre. Le dieu du tonnerre, dieu éponyme de la presqu'île de Lei Chieu, dans le Kwangtung, naquit d'un œuf miraculeusement révélé par un chien. Il n'est pas sans intérêt de noter que le tonnerre est un dieu de la justice, de l'ordre et de la fécondité. C'est donc un dieu important en relation, sinon avec les origines du monde, du moins avec le cycle de la vie universelle et avec la rénovation de l'univers quand l'ordre en est détraqué. Dans les mythes du déluge ou de l'inondation qui se rencontrent chez les populations aborigènes des provinces du sud-ouest de la Chine et du Nord-Vietnam, le déluge ou la grande inondation est souvent déclenché par le dieu du tonnerre. Et dans plusieurs versions, le couple primordial, frère-sœur, père et mère de l'humanité, échappe au désastre en entrant dans un tambour qui leur tient lieu d'embarcation. Dans d'autres cas, celle-ci est une gourde. Dans l'ancienne mythologie chinoise, on retrouve un couple frère-sœur, Fui et Niu Kua, deux génies à corps de serpent ou de dragon, ah j'aime bien, souvent représentés et enlacés par les queues dans un thème iconographique attesté dès les Han postérieurs, 2 premiers siècles de notre ère. Ces représentations sont importantes car elles mettent en évidence le caractère de couple mythique des deux personnages, alors que la littérature a complètement faussé leur caractère, faisant d'eux tantôt deux souverains mâles, tantôt un empereur et son épouse, tantôt un frère et une sœur, mais répugnant visiblement à admettre que ces derniers eussent pu être mari et femme. Or, dans les mythes du déluge des méridionaux, le couple primordial n'est autre que Fuhi et Niu Kua. Il est probable que ce couple avait la même importance et le même rôle dans l'ancienne mythologie chinoise avant que Pankou, avec sa femme, ne vint le remplacer. La littérature a gardé des traces du rapport de Fuhi et de Niu Kua avec l'inondation et l'origine de l'humanité. Le Lietze et le Wai Nantse, ouvrage du IIIe et du IIe siècle avant JC, raconte que lors de la grande catastrophe déclenchée par le rebelle Kong Kong, Niu Kua répara le ciel azuré avec des pierres de 5 couleurs, coupa les pattes d'une grande tortue pour dresser 4 piliers aux 4 pôles, tua le dragon noir Kong Kong pour sauver le monde, accumula des cendres de roseaux pour arrêter les eaux débordées. Ah, c'est magnifique.
l'allégorie, chaque image dans ce texte reflète les allégories qu'on retrouve dans le Yiking, que je ne peux pas, qu'il me faudrait 1 heure carrément pour développer ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un super bouquin. On ne le retrouve pas à moins de 70 € sur Rakuten. Je vais essayer d'en trouver des pas chers et pour les vendre à un prix correct. Parce que cette étude de la naissance du monde a été vraiment menée par des gens, enfin, ils ont bien bossé. Ils donnent les faits. C'est pas de l'opinion qui donne. Ah merde. C'est pas de l'opinion. En fait, j'ai des appareils. Tout est très chiant. C'est très dur de parler. C'est un effort. Tout se coince. Toute ma bouffe se coince. C'est horrible. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais Oui, moucherie. C'est vraiment très bien foutu parce que ce n'est pas maintenant quand on lit des bouquins sur les civilisations anciennes, les auteurs ils vont dans leur fantasme beaucoup. Là, il n'y a pas de fantasme. On nous explique ce qui va pas. Là, on nous dit oui, bon, bah, c'est bizarre quand même qu'on peut pas admettre que le couple primordial était mari et femme. Pourquoi faut-il absolument qu'ils soient frères et sœurs? Bah, moi, je vais vous le dire, c'est justement parce que à cette époque, on se mariait pour garder le sang noble avec son frère ou sa sœur. Donc, on n'allait pas raconter religieusement que le début du monde commençait autrement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'autre part, Niuqua était sinon la mère, du moins la créatrice de l'humanité. Selon la légende populaire, lorsque le ciel et la terre furent créés, il n'y avait pas encore d'humanité. Niuqua commença à modeler des hommes avec de la terre jaune. Mais elle trouva la tâche trop lourde pour ses forces. Elle alla donc puiser de la boue dont elle se servit pour faire des hommes. C'est ainsi que les nobles furent des hommes formés avec de la terre jaune. Les gens pauvres, de conditions viles et serviles, sont des hommes tirés de la boue. Donc ça date du IIe siècle après JC. Enfin, Fui et Niuqua sont fréquemment mis en rapport avec Yu le Grand, qui est, nous le verrons, le héros qui vainquit les grandes eaux et aménagea le monde. Yu et Fuhi ont le même nom de famille, ou nom d'origine. Un texte raconte comment Yu fut initié à l'art de dompter les eaux et d'aménager le monde par un dieu à corps de serpent qui n'était autre que Fuhi. She Yi Ki, ouvrage du IVe siècle. D'autre part, c'est marrant ça. D'autre part, la femme de Yu est parfois assimilée à Niuqua, laquelle, nous l'avons vu, sut elle-même vaincre le rebelle Kong Kong et contenir les eaux débordées. Sous les Song, 960-1279, quand la Chine du Sud commença à être mieux connue, de nombreux temples de Panku et des tombes de Panku sont signalés dans les provinces méridionales. Plus anciennement, le Shu Yiki parlait d'un pays de Panku. J'ai mon omelette de tout à l'heure qui remonte. Super, hein, dans la bouffe d'Amandine. Alors, merde. Sous les Song, 960-1279, quand la Chine du Sud commença à être mieux connue, de nombreux temples de Panku et des tombes... J'ai déjà lu. Plus anciennement, le Shu Yiki parlait d'un pays de Panku situé dans les mers du Sud et où tous les habitants avaient le nom de famille Panku. Ce démiurge était donc un ancêtre de certaines populations du Sud. Or, nous connaissons un autre ancêtre fameux des barbares méridionaux par un texte de l'histoire des Han postérieurs, Ewu Hanshu. Cet ancêtre est un chien nommé Panhu. Il est plus spécialement l'ancêtre des Yao. C'était le chien merveilleux de l'empereur de Chine, qui,
ayant rapporté la tête d'un chef ennemi, reçut en récompense la fille du souverain comme épouse. Il emmena celle-ci dans les montagnes du sud et leurs enfants sont les ancêtres des Yao. Ce mythe, qui a de nombreuses variantes, est très répandu dans la Chine, au sud du fleuve Bleu. Il ne paraît guère douteux que les légendes de Pan Ku et de Pan Hu se soient apparentées. La grande inondation et l'aménagement du monde. Voici comment l'histoire représente la figure de Yu et ses travaux. Yu était un homme actif, serviable, capable et diligent. Sa vertu n'évitait pas la peine, sa bonté le rendait digne d'affection. Sa parole était digne de foi. Sa voix était l'étalon des sons, son corps était l'étalon des mesures de longueur, les mesures des poids dérivés de lui. C'était sous l'empereur Yao. Les eaux débordées s'élevaient jusqu'au ciel. L'empereur avait chargé Quen, père de Yu, de les réprimer, mais il n'eut pas de succès et fut banni. Yu, qui n'était encore que ministre, fut chargé de lutter contre l'inondation. Contrairement à Quen, qui construisait des digues, Yu ouvrit le cours des 9 fleuves et les conduisit aux 4 mers. Il approfondit les canaux et les conduisit aux fleuves. Les travaux de Yu sont présentés par les historiens comme ceux d'un bon ingénieur hydraulique. Mais les traits mythiques qui se sont conservés dans quelques textes, par exemple dans le poème Tien Wen du Chu Tse, on lit que Yu descendit du ciel mettre en ordre les 4 régions de ce bas monde. Et la comparaison avec les mythes analogues des méridionaux ne laisse aucun doute sur le fond légendaire que les lettrés ont travesti. Pourtant, même ceux-ci sentent parfois que la légende de Yu se place aux origines. C'est ce que fait Mong Tse, Mencius, dans 2 passages. La naissance du monde remonte loin, et depuis ce temps, les périodes d'ordre et de désordre se sont succédées. Au temps de Yao, les eaux coulaient de façon désordonnée. Elles inondaient les pays du milieu, serpents et dragons y habitaient, et les hommes n'avaient pas de lieu où se fixer. Dans les terrains bas, il se faisait des nids. Dans les terrains hauts, il se faisait des grottes. Le Shu King dit « Les eaux débordées me faisaient peur. Les eaux débordées, c'étaient les vastes eaux. On chargea Yu de les mettre en ordre. Yu creusa la terre et fit écouler les eaux vers les mers. Il chassa serpents et dragons, quel connard, et le repoussa dans les marais. Les eaux alors coulèrent au milieu des terres. Ce furent le Kiang, le Wai, le Ho et le Han. Les obstructions furent écartées. Les oiseaux et les bêtes qui nuisaient aux hommes disparurent, et dorénavant les hommes naquirent les terres de plaine. Non, les hommes acquirent les terres de plaine et les habitèrent. Au temps de Yao, le monde n'était pas encore en ordre. Les vastes eaux coulaient de façon désordonnée. Elles inondaient le monde. Les herbes et les arbres étaient luxuriants. Les oiseaux et les bêtes pullulaient. Les 5 céréales ne poussaient pas. Les oiseaux et les bêtes opprimaient les hommes. Les empreintes des bêtes et les traces des oiseaux faisaient des chemins qui se croisaient dans le pays du milieu. Yao seul en eut de la peine. Il donna une charge à Shuen et des mesures furent prises. Shuen chargea Yi de présider au feu. Yi incendia les montagnes et les marais et les réduisit en cendres. Les oiseaux et les bêtes s'enfuirent et se cachèrent. Yu fit écouter les 9 bras du fleuve. Henri Maspero, citant ces passages, note que dans l'un et l'autre cas, il est clair que Mencius considère qu'avec l'aménagement de la terre et des eaux, le monde commença. C'est pour lui la légende de l'origine des hommes, au-delà de laquelle on ne remonte pas. Séparation du ciel et de la terre. Un mythe de la séparation du ciel et de la terre est conservé dans le Shu King. Bien que diversement interprété par la critique chinoise classique, son sens ne fait pas de doute. Les multitudes qui souffraient d'oppression annoncèrent leur innocence en haut. Le seigneur d'en haut, Chang Ti, examina le peuple. Il n'y avait pas de parfum,
Il n'y avait pas de parfum de vertu s'élevant, mais la puanteur des châtiments s'exhalant. L'auguste Seigneur eut pitié de la multitude innocente qu'on assassinait. Il fit sentir aux oppresseurs sa majesté et détruisit le peuple de Miao, en sorte qu'il n'eut plus de descendance à l'avenir. Alors il ordonna à Chongli de rompre la communication de la terre et du ciel, afin que cessassent les descentes des dieux. L'auguste Seigneur impartialement interrogea le peuple. Il y eut des plaintes contre Miao. Le peuple des Miao, dont il est question ici, est légendaire. C'étaient des êtres ailés, pouvant donc monter et descendre du ciel. Ils furent bannis aux confins du monde civilisé. Ah, ça nous rappelle un petit peu les Anunnakis, tout cela. Mais de toute façon, c'est très intéressant de voir à quel point toutes les naissances du monde se ressemblent, sauf exception. D'ailleurs, ces exceptions, elles sont pas... Non, ce livre est vraiment super. Sinon, je ne le lirai pas. Alors, merde. Le sens de ce mythe était si bien oublié que dès le VIe siècle avant notre ère, les érudits l'interprétaient comme signifiant que l'empereur Chuan Yu restaura l'orthodoxie des cultes en mettant fin à des rapports désordonnés du peuple avec les divinités. En fait, les populations thaï de la Chine méridionale connaissent un mythe du ciel retenu par un lien qu'un héros coupe pour permettre au ciel de s'élever. Waouh! Ça c'est intéressant, c'est la corde astrale en fait qui relie chaque homme au ciel, entre guillemets. Il existait donc dans la Chine ancienne un mythe analogue à celui des Thé. Une voie de communication entre le ciel et la terre a été interrompue afin que cessassent des relations scandaleuses. J'adore. Origine du monde chez les philosophes. De ce qui précède, il résulte que les Chinois lettrés des époques classiques, en gros à partir du VIe siècle avant JC, avaient oublié les mythes cosmiques que leurs ancêtres avaient pu connaître et interprété les thèmes qui subsistaient obscurément dans leur mémoire en fonction de leurs préoccupations, de leur conception du monde et de la civilisation. Par principe, la littérature d'inspiration confucianiste négligeait, en ces temps-là, les problèmes touchant ce que nous appellerions le surnaturel ou la métaphysique. Les penseurs taoïstes, en revanche, discouraient volontiers sur le merveilleux et sur la structure de l'univers. C'est chez eux que l'on trouve quelques pages concernant la formation du ciel et de la terre, mais il est significatif qu'ils attachent beaucoup plus d'importance à l'idée que le monde est une création continue et cyclique. Voici donc quelques textes empruntés aux philosophes taoïstes. Lao Tzu, 42. Le Tao donna naissance à 1. 1 donna naissance à 2. 2 donna naissance à 3. 3 donna naissance aux 10 000 êtres. Les 10 000 êtres portent le yin sur leur dos et embrassent le yang. Commentaire dit de Hao Chang-kung à ce texte. Ce que le Tao, principe suprême, engendre d'abord, c'est l'unité d'où procèdent le yin et le yang. Le yin et le yang produisent les trois souffles énergie, le pur, l'impur et le mélangé, qui, à leur tour, constituèrent respectivement le ciel, la terre et l'homme. Le ciel et la terre, ensemble, donnent naissance aux 10 000 êtres. Le ciel fournit les germes, la terre les transforme, l'homme les élève et les nourrit. Nous avons là une conception des origines encore très proche des mythologies. Le ciel et la terre sont conçus comme le père et la mère des créatures. L'un est visiblement une dénomination plus abstraite du chaos qui est lui-même généralement décrit comme étant un état indifférencié, du souffle primordial. Un veut dire aussi total. Il fut un temps où il n'y avait rien en dehors de cette unité chaotique. Remarquez que pour les Chinois, les termes qui désignent le chaos n'impliquent pas l'idée de désordre, mais celui de confusion uniforme.
Lietze, 3e siècle avant J.C. Jadis, les saints gouvernaient le ciel et la terre en conformité avec le yin et le yang. Tout ce qui a forme prend naissance dans ce qui n'a pas de forme. D'où proviennent donc le ciel et la terre? Nous distinguons les étapes suivantes dans la formation du monde. Tei Yi, principe des mutations. Tei Chu, grande origine. Tei Che, grand commencement. Tei Su, grande indistinction. Au stade du Tei Yi, on n'aurait même pas perçu la présence d'un souffle énergie, le Qi. Celui-ci apparut au Tei Chu. Les formes apparurent au Tei Che et les corps au Tei Su. L'état où le souffle énergie, les formes et les corps étaient tous présents, virtuellement, je dirais simulacre, de façon au stade de simulacre. Quoique non encore séparés, c'est ce qu'on appelle le chaos. Par chaos, on désigne en effet l'état où les 10 000 êtres étaient encore mêlés de façon chaotique. On n'aurait pu ni rien apercevoir, ni rien en entendre, ni rien saisir, tel était le Tei, qui n'avait aucune limitation de forme. Yi par mutation devint 1 par mutation devint 7, 7 par mutation devint 9. Avec cette 9e mutation, on arrive au bout, et alors, par une nouvelle mutation, on revient à 1. 1 est le commencement des mutations, des formes. Ce qui était pur et léger monta et devint le ciel. Ce qui était grossier et lourd descendit et devint la terre. Les souffles médians formèrent l'homme. Grâce aux semences recelées par le ciel et la terre, les 10 000 êtres apparurent par transformation. On voit exprimée ici une des idées fondamentales de la pensée chinoise, celle d'évolution cyclique, généralement appliquée au jeu du yin et du yang dans le cycle annuel des saisons ou aux alternances des 5 vertus élémentaires dans le cours de l'histoire. Il est ici appliqué à la création tout entière selon un cycle d'éner. Cette idée sera développée plus tard sous l'influence du bouddhisme, Kalpas. Wai Nanse 3. Alors que le ciel et la terre n'avaient pas encore pris forme, le monde n'était qu'un grand amas confus, indéfini, qu'on appelle le grand commencement, Teiche. Le grand commencement produisit la vacuité. Celle-ci produisit l'univers espace-temps. Celui-ci produisit le souffle originel, Yuanqi. Le souffle originel était quelque chose de délimité. Ces éléments clairs et purs, s'élevant légèrement, formèrent le ciel. Ces éléments lourds et grossiers, se coagulant, formèrent la terre. Maintenant, on sait où Aristote a tout chouré, et il a tout chouré aux Chinois pour faire de la grosse merde, pour créer la pensée unique. J'en étais où? Je hais Aristote. Le souffle chaud du yang qui s'accumulait finit par produire le feu, dont les éléments les plus subtils devinrent le soleil. Le souffle froid du yin qui s'accumulait finit par produire l'eau, dont les éléments les plus subtils devinrent la lune. Les plus subtiles des émanations surabondantes du soleil et de la lune devinrent les étoiles. Le ciel reçut le soleil, la lune et les étoiles. La terre reçut l'eau, les rivières, le sol et la poussière. Jadis, Kong Kong disputa l'empire à Chuang Yu et, dans sa rage, donna un coup de corne au mont Pucheu. La colonne qui soutenait le ciel, au coin nord-ouest, fut cassée. La mare de la terre, au coin sud-est, fut rompue. Le ciel se pencha vers le nord-ouest, et c'est pourquoi le soleil, la lune, les étoiles se déplacent dans cette direction. La terre eut une ouverture au sud-est, et c'est ainsi que les eaux, les rivières, le sol, la poussière se précipitent dans cette direction. Dans un autre chapitre,
Wei Nan Tse décrit ainsi la formation de l'univers. Autrefois, au temps où le ciel et la terre n'existaient pas, régnait une grande brume sans forme. Quelles ténèbres, quelle immensité immobile et silencieuse dont on ne saurait dire d'où elle provenait. Deux divinités naquirent alors dans cette confusion, l'une réglant la marche du ciel, l'autre aménageant la terre. Quelle grandeur en vérité, dont personne ne pourrait dire où elle se terminait. Quelle exubérance en vérité, dont personne ne pourrait dire où elle s'arrêterait. Et alors ils firent la séparation du yin et du yang, et établirent au loin les 8 extrémités du monde. Le dur et le mou se parfirent mutuellement, et les 10 000 êtres prirent forme. Les fluides les plus grossiers devinrent les reptiles, les fluides les plus subtils devinrent l'homme. Quelles sont les deux divinités dont parle Wei Nan Tse? Le commentateur dit qu'il s'agit des divinités du yin et du yang. Cela implique qu'il s'agit d'un couple mâle-femelle, ce qui en effet ne fait pas de doute. S'agit-il de Panku, dont un texte, nous l'avons vu, affirme qu'avec l'aide de son épouse, il est à l'origine du yin et du yang, ce qui, dans ce texte, peut signifier plus spécialement les sexes et leur union? Mais rien ne prouve que Wei Nan Tse ait connu le mythe de Panku, alors qu'il connaissait certainement celui de Fu Yi et de Niu Kwa. Aussi est-il fait allusion ici, sans aucun doute, à ce couple hiérogamique. D'autre part, les idées des auteurs taoïstes du Wei Nan Tse étaient loin d'être bien fixées sur ces temps mythiques du début du monde. Nous avons vu ci-dessus un passage disant que le yin et le yang proviennent des essences du ciel et de la terre. Dans un autre chapitre, il est dit incidemment que Wang Ti donna naissance au yin et au yang. Wang Ti, l'empereur jaune, est un personnage mythologique. Quand on dit mythologique, méfiez-vous. Important, parce qu'il est connu, tout le monde le connaît cet empereur. C'est comme Mérovée, tout le monde disait qu'il n'existait pas jusqu'à ce qu'on se trouve à tourner des tombes mérovingiennes. Est un personnage mythologique important, patron des taoïstes, des médecins, des alchimistes et de bien d'autres corporations. Ici, le commentateur, qui écrivait au IIIe siècle de notre ère, le présente comme une divinité du ciel qui, au temps où les hommes furent créés, fit naître le yin et yang. Les sexes, point d'interrogation. Comme quoi, le yin et yang n'est pas forcément le genre. Ce rôle de Wang Ti est toutefois exceptionnel. Du point de vue de la physique chinoise, c'est le ciel et la terre qui sont à l'origine du yin et du yang. Et pour la plus ancienne mythologie, le démiurge par excellence était le couple Fu Yi Niu Kwa. Cette dernière paraît même avoir été souvent la plus importante. Nous l'avons rencontrée comme réparatrice du ciel et de la terre, comme créatrice des hommes. C'est elle également qu'un texte présente comme institutrice du mariage, autrement dit des rapports réglementés du yin et du yang. Pour conclure, nous pouvons dire que la pensée chinoise classique, d'inspiration lettrée, s'intéressait peu aux problèmes des origines du monde et de l'humanité. Ce qui l'intéressait, c'était l'aménagement de la terre habitée par les saints rois de l'Antiquité. Pourtant, par la comparaison des données que nous ont conservées quelques textes non classiques avec des renseignements que nous possédons sur les mythes des méridionaux, lesquels ont été moins déformés que ceux de la Chine du Nord, nous pouvons entrevoir quelques éléments de cosmogonie ancienne. Cosmogonie depuis longtemps oubliée et que les apports nouveaux, tels que le mythe de Panku, n'ont pas revivifié. Ben voilà, c'était le dernier chapitre. Ça fait 1 an que j'étais à le relire. Voilà, donc prochain chapitre, qui n'est pas un chapitre en fait, qui est la conclusion. Et je vais essayer d'acheter le tome 2, qui est sur la... Je pense que c'est sur la fin du monde, mais de la même époque. Hein. C'est sur... C'est Bacloc en plastique. C'est n'importe quoi. Donc, structure et fonction du mythe cosmogonique. Et j'ai oublié le nom du tome 2. Attends, faut que je regarde. C'est pas dedans.
Ils en parlent ou pas, le tome 2? Merde. Merde, je fais n'importe quoi. Ah, il sera un peu long, le prochain. Non, je sais pas, on verra. Ah. Mince. Le premier volume. Est-ce qu'ils en parlent du deuxième volume? Parce que le deuxième volume, il a l'air extraordinaire. Il est plus petit. Mais je veux à tout prix savoir c'est quoi le nom du prochain. Ah, mais non! Collection Source orientale, la naissance du... Il y a aussi les songes et leur interprétation. Ah non, rien à voir. Ah! Ah si, c'est ça. Alors, Ah oui, en fait, le deuxième tome, c'est sur la mort. Là, c'est sur la naissance, le deuxième tome, c'est sur la mort. Chaque volume se présentera ainsi. Donc, ainsi, les divers aspects des cosmogonies et les anciennes descriptions du monde. Genèse, physique sacrée, fin du monde et apocalypse, astrologie, symbolisme divers, lapidaire, bestiaire, symbolique des plantes, des nombres et des lettres, aspect cosmique de l'architecture sacrée. Les problèmes relatifs à la mort et à la survie, nature de la mort, technique d'immortalité, jugement des morts. Ah oui, le second tome s'appelle Le jugement des morts. Eh ben voilà, je vais essayer de me le procurer. Ça va me coûter 80 balles. Non, non, non. Non, je crois que j'ai mis une alerte, je vais essayer de l'avoir pour moins cher. Bon, sur ce, à bientôt. Enjoy, enjoy. Ah ouais, allez.